je serai accompagné de Pierre Lagarde. Bonjour Pierre. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Et pendant cette session, nous allons vous parler de l'accélération des innovations pour un nouvel environnement de travail qui allie à la fois sécurité et sobriété numérique. Donc notre agenda sera assez simple. Je vais faire une introduction sur le nouvel environnement de travail lié notamment à la crise du Covid. Ensuite, on parlera d'un concept sécurité très important qui a été accéléré par le passage au travail à distance qui s'appelle Zero Trust. Et Pierre nous parlera d'un environnement de travail plus sobre. Quand on regarde un peu comment les choses se sont passées, il est clair que, en l'espace de très peu de temps, on a vu une transformation numérique extrêmement importante et extrêmement rapide des entreprises. Cette transformation numérique, elle a été liée au fait qu'effectivement, presque du jour au lendemain, suite au confinement, l'ensemble des collaborateurs des entreprises ont été amenés à travailler depuis chez eux. Et donc, ça a eu évidemment deux impacts, à la fois sur la sécurité du système d'information, mais aussi sur le fait que la façon d'utiliser l'énergie et donc d'émettre éventuellement des gaz à effet de serre a changé, puisque on est dans un environnement où le poste de travail ou les postes de travail à la maison jouent un rôle de plus en plus important, et c'est pour ça que nous allons couvrir avec Pierre ces deux sujets. C'est clair que cette transition a été extrêmement rapide. Il suffit de voir à quelle vitesse la transformation et l'adoption de Teams s'est faite. Entre le 16 mars et le 31 mars, on est passé de 900 millions de minutes passées sous Microsoft Teams par jour à 2,7 milliards. Donc on parle vraiment d'accélération exponentielle qui s'est d'ailleurs traduit en termes de nombre d'utilisateurs actifs par jour, où on voit très clairement sur cette courbe le passage en mode confiné et où on a une explosion littérale du nombre d'utilisateurs pendant la pandémie. Et puis effectivement, c'est corroboré par un sondage que l'on a réalisé avec OpinionWay, qui effectivement, réalisé auprès d'à peu près 2000 personnes, a mis en évidence une participation extrêmement significative des collaborateurs au télétravail, 37% pendant le premier confinement, 31% dans le second confinement. Donc on voit qu'effectivement, la transformation est vraiment réelle. Alors quand on regarde ce que ça veut dire pour les entreprises que de passer dans un mode où tout le monde ou presque télétravaille, c'est qu'on a besoin de réfléchir à une nouvelle façon de concevoir l'architecture de sécurité des systèmes d'information, puisque les utilisateurs, au lieu d'être connectés sur le réseau de l'entreprise, sur l'intranet, ils sont connectés depuis chez eux sur l'Internet. Et donc, il y a la nécessité d'appréhender une nouvelle façon de faire, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà, les entreprises étaient en chemin dans leur transformation. On passe de plus en plus d'un monde où finalement le périmètre de l'entreprise est extrêmement bien défini à un périmètre où on adopte petit à petit des applications en mode SaaS, où on fait en sorte que quel que soit l'endroit où on se trouve en situation de mobilité, on puisse bénéficier d'une expérience mobile de qualité. On commence à adopter l'Internet des objets, les technologies cloud, notamment dans des environnements infrastructures et plateformes as a service. Et finalement, on se rend compte que le périmètre de sécurité du système d'information devient de plus en plus difficile à définir et que donc on doit repenser à ce périmètre de sécurité où finalement le dernier rempart, si j'ose dire, de sécurité du système d'information devient l'identité, qui est en fait le seul élément qui reste une fois que l'on a finalement abattu toutes les barrières qui vont permettre aussi bien aux utilisateurs qu'aux clients, qu'aux partenaires de se connecter au système d'information et d'en tirer toute sa valeur. Donc quand on regarde de manière un peu plus globale le monde dans lequel on vit, on est de plus en plus dans un monde où sont interconnectés non seulement les systèmes informatiques classiques, mais aussi les citoyens par rapport aux systèmes d'information fournis par l'État ou les collectivités locales, les systèmes énergétiques à travers la mise en place de nouveaux modes
de mesure en temps réel de la consommation électrique, l'utilisation de véhicules de plus en plus connectés. Et donc, en fait, on est dans un monde où on est connecté en permanence et où, effectivement, il est nécessaire de repenser à la façon dont on conçoit son système d'information. En particulier, on constate que les utilisateurs ne sont plus que des employés, mais sont aussi des sous-traitants, des partenaires, des clients. On se rend compte que tous les appareils qu'on utilise ne sont pas nécessairement gérés par l'entreprise. Il y a un recours de plus en plus significatif du Bring Your Own Device. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'applications cloud, que les applications ne sont plus simplement sur place et que d'une manière générale, le périmètre de sécurité du système d'information n'est plus défini par un réseau et un pare-feu d'entreprise. Le périmètre de l'entreprise est en expansion permanente. Et donc le résultat, c'est qu'en matière de sécurité, c'est ce que l'on expérimente au travers de nos services cloud, on va générer 8700 milliards de signaux de sécurité par jour et donc il n'est plus question de pouvoir faire un suivi local des paquets réseau et l'analyse des journaux d'événements de sécurité qui sont réalisés. Et en fait, il est nécessaire de repenser une approche résolument moderne où on va finalement se poser la question en temps réel de la capacité d'un accès sécurisé à n'importe quelle ressource au sein du système d'information. Et c'est de cela dont il s'agit avec cette approche Zero Trust, où au lieu de partir du principe que l'on est nécessairement connecté à l'intranet, donc dans la sécurité de son réseau d'entreprise, on présuppose finalement que toute tentative d'accès provient d'un réseau indigne de confiance, et donc en particulier de l'Internet, et on se rend bien compte que c'est la situation qui a été vécue en réel par les utilisateurs qui sont passés en télétravail. Dans un cadre tel que celui-ci, on va prendre en compte les trois grands principes du Zero Trust qui reposent sur les piliers vérifier explicitement, c'est-à-dire qu'on ne va pas a priori faire confiance à un utilisateur parce qu'il est dans un subnet ou sur un VPN donné. On va systématiquement vérifier comment l'accès est réalisé, depuis quel endroit, par quel utilisateur, avec quelle qualité d'identité, etc. On va systématiser l'accès de moindres privilèges, autrement dit, par défaut, on va faire en sorte que pour chaque ressource, on utilise le privilège minimum permettant d'y avoir accès, puisqu'on se rend compte que la plupart des attaques qui ont lieu pendant la phase de Covid, ce sont des attaques où on a cherché à usurper les identités des utilisateurs. Et on va partir d'un principe qui est absolument fondamental, qui présuppose que tôt ou tard, une violation d'accès au système d'information aura lieu et que donc on ne peut plus partir du principe que le système n'aura jamais de défaillance. Il faut au contraire se préparer au fait qu'un jour une intrusion aura lieu et être capable de la détecter et de réagir au plus vite. Donc le Zero Trust en tant que tel, ce n'est pas nécessairement de nouvelles solutions technologiques, même si évidemment la technologie joue un grand rôle. C'est finalement un nouvel état d'esprit, un changement de mentalité. C'est une approche qui traite chaque tentative d'accès comme si elle provenait d'un réseau indigne de confiance, c'est ce qu'on vient de voir. C'est une approche qui présuppose que le risque est omniprésent et que donc on ne peut pas partir du principe qu'on est à l'abri d'une attaque. Et donc, bien sûr, la question qu'on se pose dans un tel environnement, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut effectivement se comporter. Première évolution d'état d'esprit, c'est essayer de faire en sorte que quand, pour une raison ou pour une autre, là on voit respectivement Tchernobyl et 3 Mile Island, on se rend compte qu'il est nécessaire de confiner la brèche et donc faire en sorte que quand une brèche est ouverte dans le système d'information, on puisse la confiner le plus rapidement possible et faire en sorte que si cette brèche existe, elle ne contamine pas la totalité du système d'information. Ensuite, il faut essayer d'utiliser au maximum un certain nombre de standards. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais l'importance de ces standards, c'est qu'effectivement, on commence à arriver à des approches qui sont complètement différentes en termes d'identification et d'authentification. On peut par exemple, à travers FIDO2, imaginer un environnement résolument sans mot de passe. Et donc, c'est à travers ces standards qu'on va permettre de mettre en œuvre de la sécurité au sein de son système d'information. Un autre élément très important, c'est de considérer aussi que
compte tenu des attaques sans cesse plus importantes, compte tenu du fait que les attaquants sont toujours avantagés par rapport aux défenseurs, parce que quand on attaque, on peut attaquer à un moment donné, on peut attaquer à un endroit donné, tandis que quand on défend, on est obligé de défendre partout et tout le temps. Et donc, le problème auquel on est confronté, c'est que malheureusement, il n'y a plus assez de compétences sécurité sur le marché. Et donc, il est nécessaire de se faire aider à la fois par l'architecture et aussi par l'intelligence artificielle pour finalement faire en sorte que l'humain joue un rôle uniquement dans des situations très complexes où l'intelligence artificielle ne peut pas répondre. L'autre évolution d'état d'esprit, c'est aussi le fait de présupposer, comme on l'a vu, la violation d'accès. Là, on liste quelques exemples, malheureusement, de grosses crises de sécurité récentes ou d'utilisation de rançongiciels sur les hôpitaux français, pour ne pas mentionner l'attaque de SolarWinds, qui est une attaque de type étatique. Et on se rend compte finalement que la situation qui est celle de la cybersécurité aujourd'hui est extrêmement préoccupante et donc il est nécessaire effectivement d'adopter un tel état d'esprit parce que malheureusement on sait d'expérience que des problèmes arrivent. Donc dans un modèle zéro trust, on va authentifier chaque demande d'accès, on va l'autoriser dans la limite des politiques de sécurité et on va inspecter toutes ces authentifications pour l'ensemble des éventuelles anomalies correspondant à ces authentifications avant d'accorder l'accès à la ressource que l'on cherche à accéder. Ce qui veut dire en fait que tout, de l'identité d'utilisateur à l'environnement d'hébergement de l'application, est utilisé pour éviter une violation d'accès. Et donc, comme on va le voir dans un petit instant, on va contextualiser en temps réel tous les accès à toutes les ressources du système d'information. Pour ça, on va appliquer des principes de micro-segmentation, notamment au niveau réseau, et d'accès les moins privilégiés possibles pour minimiser ce qu'on appelle les mouvements latéraux, qui consistent à faire en sorte que pour un attaquant, on se connecte sur une machine, si possible en cherchant à acquérir petit à petit, en se déplaçant de machine en machine, pour acquérir des privilèges qui permettront d'accéder à la totalité du système d'information. Et puis, bien sûr, on aura en temps réel des capacités d'information et d'analyse pour identifier ce qui s'est passé, ce qui a été compromis, le détecter et éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Donc, dans un tel modèle, on adopte une stratégie de contrôle qui consiste à ne jamais faire confiance et à toujours vérifier. Donc, ces décisions vont être prises sur la capacité de collecter des signaux de telle façon qu'on puisse prendre une décision éclairée avant de donner l'accès à une personne. Ça peut être un risque terminal sur l'utilisation d'un smartphone jailbreaké, par exemple, versus un terminal tel qu'un PC ou une tablette utilisée en entreprise et gérée par l'entreprise. Ça peut être le risque d'utilisateur. Donc, la capacité d'utiliser une authentification multifacteur est évidemment un plus. Et donc, on ne traitera pas le fait qu'un utilisateur ait utilisé une authentification username password avec le même niveau de confiance qu'une authentification multifacteur. De la même façon, on va se servir de l'ensemble de ces éléments d'information pour contextualiser la prise de décision qui restera bien sûr fondée sur les politiques de l'organisation. Donc l'organisation définit ses politiques de sécurité et ce sont ces politiques de sécurité qui vont pouvoir en permanence et en temps réel permettre ou pas l'accès à telle ou telle ressource au niveau de l'environnement du système d'information. Et au niveau de l'application, bien sûr, on fera en sorte qu'on modernise les authentifications associées, on utilise des applications, que ce soit SaaS ou anciennes, dans lesquelles on va définir pour chaque application des politiques de sécurité applicables sur l'ensemble des ressources. Et donc ça aboutit à un modèle qui ressemble à celui qui est présenté sur la page qui est en train de s'afficher et de se construire dynamiquement. On va utiliser l'accès conditionnel fourni par Azure Active Directory pour évaluer le contexte d'accès aux ressources à travers la possibilité de vérifier la qualité des identités, la qualité des terminaux et leur conformité par rapport à la politique de sécurité. On va vérifier si l'utilisateur utilise le réseau physique de l'entreprise ou s'il est connecté à travers un hotspot Wi-Fi dans un aéroport, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, les aéroports n'ont plus forcément la cote.
Et d'une manière générale, on va s'assurer que les applications et les méthodes d'authentification associées sont dignes de confiance. On va donc évaluer l'ensemble de ces conditions auxquelles on va appliquer un algorithme ou des algorithmes de machine learning qui vont être instruits par les 8800 milliards d'événements de sécurité dont on a parlé tout à l'heure, pour, au sein d'un moteur d'évaluation temps réel, à la fois des politiques, des conditions d'accès et des algorithmes de machine learning qui vont permettre d'établir un score de sécurité et établir un risque de cession, permettre, en fonction des politiques effectives de l'entreprise, de donner accès à l'ensemble des ressources de l'entreprise à travers des logiques qui peuvent permettre un contrôle complet et un blocage complet de l'accès temporaire si, par exemple, les conditions sont considérées comme non acceptables vis-à-vis de la politique de sécurité. On peut simplement donner un accès limité à certaines ressources. On peut demander d'augmenter le niveau de sécurité, par exemple, dire que pour accéder à une information critique, il est nécessaire d'utiliser une authentification multifacteur. On peut, par exemple, dans le cas des logons impossibles, où la même personne se connecterait simultanément depuis Singapour et en France, forcer un reset du mot de passe parce qu'on considérera que, a priori, il y a eu une violation de l'identité, etc., etc. Et donc, en fait, l'idée de cet accès conditionnel, c'est vraiment d'évaluer en temps réel la capacité d'accès à une ressource quelconque du système d'information dans une logique où on ne veut surtout pas partir du principe que parce qu'on est sur un VPN ou que l'on est dans un subnet réseau donné, on autorise nécessairement l'accès. Et donc, en fait, de très nombreux clients, pendant cette phase de pandémie, ont commencé ce chemin vers cette approche Zero Trust qui nous paraît aujourd'hui la seule capable de faire face à la fois à l'évolution des menaces, mais aussi à l'évolution des modes de travail. Je vais donc maintenant donner la parole à Pierre qui va nous parler de sobriété. Merci Bernard. Donc effectivement, dans ce contexte-là, il y a la partie sobriété numérique, c'est finalement comment cette transition, une fois qu'on l'a fait en termes de sécurité, comment on va pouvoir faire cette transition tout en respectant l'environnement. Alors, quand on parle d'impact numérique, en fait, c'est important de mettre parfois quelques chiffres. Ces chiffres, alors il y a beaucoup de littérature là, sur ces chiffres, et donc là j'ai cité mes sources liées à ces chiffres qui sont liées finalement à l'usage numérique. Ce qui est intéressant dans ce slide, dans cette présentation, c'est en fait de pouvoir hiérarchiser cette sobriété numérique et de se dire finalement quels sont les éléments qui ont à avoir le plus d'impact sur l'environnement. Ce qui va être important pour le premier, et typiquement dans le cadre de cette transformation et dans le cadre de cette nouvelle façon de travailler, sur la partie fabrication. En fait, cette partie fabrication est importante. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait presque un seul ordinateur à la maison. Aujourd'hui, on a plutôt un ordinateur par personne à la maison parce qu'on est en télétravail et parce que les étudiants aussi ont besoin d'un périphérique pour travailler. Et donc, cette hiérarchisation, encore une fois, va être importante en fait pour prendre les bonnes décisions dans cette démarche de sobriété numérique. Évidemment, ce qu'on a en deuxième, c'est la consommation électrique de tous les équipements des utilisateurs. Je vous laisse lire les autres, mais ce qui va être important, et c'est ça qui va aujourd'hui pouvoir orienter nos choix sur justement les ressources qu'on va mettre en place pour aller dans cette sobriété numérique. Il y a quelques mois, Microsoft a annoncé un objectif qui est difficile à atteindre et qui sera difficile à atteindre, de passer en carbone négatif en 2030. Cet objectif, en fait, on veut le faire en transparence et on veut le faire avec un certain nombre d'objectifs qui vont avoir deux gros leviers. Un premier levier qui va être finalement comment nous, Microsoft, on va fournir des périphériques et des services qui vont justement consommer moins de carbone et qui vont être plus sobres. Et aussi, et c'est là la force de Microsoft, c'est de pouvoir embarquer notre écosystème de partenaires dans cette direction, parce qu'on sait que ce n'est pas tout seul qu'on arrivera à cet objectif-là, on le fera accompagné de nos partenaires. Et c'est pour ça qu'en fin de présentation, je vous présenterai des solutions très concrètes qu'on est en train de réaliser avec des partenaires français.
Aujourd'hui, Microsoft a pris un certain nombre a fait des choix sur les investissements qu'on va faire justement pour atteindre cet objectif en 2030. Le premier, évidemment, c'est de basculer dans le cloud un certain nombre de services et un certain nombre de services internes, j'en reviendrai tout à l'heure. On a aussi mis en place un fonds d'investissement pour aider les startups, les entreprises qui ont de l'innovation justement dans cette transition énergétique. Évidemment, on va aussi travailler sur tous nos bâtiments, sur le fait de pouvoir mieux recycler l'eau, aussi bien dans les bâtiments, mais aussi dans nos data centers. Et aussi, on le fait évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la fabrication de nos périphériques, comment on va pouvoir créer et faire des emballages qui vont évidemment être moins impactants pour la planète. Et on l'a dit tout à l'heure, et c'est aussi ce qui nous intéresse ici dans cette session, c'est comment justement cette transition vers le télétravail va pouvoir être faite dans des bonnes conditions et justement en respectant cette sobriété. Alors sur un point très particulier, on a partagé ce qu'on a déjà fait nous en interne évidemment, c'est de déplacer l'ensemble un certain nombre de nos applications internes dans le cloud, et sur les calculs qu'on a fait, on a pu avoir un gain significatif d'émissions de carbone simplement en fait en déplaçant ces applications. Alors pourquoi ça fonctionne et pourquoi on a ce pourcentage aussi élevé? En fait, c'est lié à le fait de pouvoir mutualiser un certain nombre de services, de pouvoir éteindre des services quand ils ne sont pas utilisés. C'est des choses et cette souplesse qui est présente grâce au fait qu'on utilise justement les solutions de cloud. Ce qu'on a mis en place pour nos partenaires et nos clients, c'est donc un calculateur qui est présent aujourd'hui évidemment dans Azure et qui permet de calculer l'émission de carbone de la consommation Azure de nos clients et qui permet justement de venir modifier parfois son architecture pour que justement on puisse émettre moins de carbone et être plus sobre au niveau des services Azure. Et ce calculateur aujourd'hui est en V2 et c'est des choses et des évolutions qu'on fait régulièrement pour justement sensibiliser aussi bien, encore une fois, nos équipes produits sur les services qu'on fournit à nos clients et nos partenaires, et aussi évidemment pour nos clients et nos partenaires qui puissent mesurer leur impact carbone. Quand on parle de plateforme, Microsoft, on reste et on est une société de plateforme. On a écrit avec les équipes engineering des principes de développement green. Donc là, on va cibler évidemment plus les développeurs et les partenaires pour se dire finalement quand on développe un logiciel, quand on met en place une architecture logicielle, comment on peut définir que cette architecture et cette application est green. Et donc, on a mis en place un certain nombre de principes qui sont au nombre de 8. Je vous ai mis le lien, je vous invite à aller le voir. Et avec Bernard, nous avons fait une traduction française de ces principes. Je vais en prendre un pour prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple du troisième principe qui est de prendre en compte l'intensité CO2 du pays. C'est quoi de prendre en compte l'intensité CO2 du pays? C'est de se dire, en fait, à un instant donné, peut-être que l'électricité qui est fabriquée en France va être plus carbonée maintenant que dans 2 ou 3 heures. Et donc, comment un développeur va pouvoir se dire, une synchronisation, si je peux attendre 1 ou 2 heures, c'est peut-être plus intéressant de la faire dans 1 ou 2 heures. Quand je vais lancer un modèle de machine learning, peut-être que je vais pouvoir attendre 1 ou 2 heures pour le lancer, pour que justement mon traitement, mon application consomme moins de carbone, parce que j'ai pris en compte justement cette intensité CO2 qui est liée à mon pays de fabrication de mon électricité. Et là, je vous invite à lire les autres, mais c'était pour vous donner quelques exemples. De ça, évidemment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est du tooling, c'est des projets. Et là, je vais en citer aussi un, c'est le projet d'Impact, qui provient de l'université de Bristol en Angleterre, qui a été utilisé pour mesurer l'impact carbone de Netflix et de BBC. Pourquoi, en fait, c'est compliqué? Vous vous doutez bien qu'il y a plein d'acteurs et plein de services qui sont liés au fait que quand je vais regarder une vidéo sur Netflix, qu'est-ce qui va se passer entre mon écran, ma box, l'Internet, les routeurs, les data centers, les sauvegardes, les data, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir, les mesurer et demain, évidemment, optimiser ça.
Et l'autre exemple qu'on a fait, c'est on a travaillé avec VLC pour optimiser leur algorithme de décompression vidéo pour justement consommer moins d'électricité au moment où on joue une vidéo localement sur son PC. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de vous présenter sur les quelques minutes qui me restent les projets français qui sont liés justement à cette sobriété numérique. Donc, le projet, c'est le travail qu'on a fait avec CSN Énergie de l'application WePower qui va informer l'utilisateur en temps réel justement du mix énergétique de la France pour savoir s'il est élevé, bas ou moyen. Et ce qu'on propose dans ce premier scénario, c'est de dire, si tu es sur un ordinateur qui a une batterie, peut-être que c'est le moment d'utiliser ta batterie parce que le mix énergétique est très élevé. Et dans 1 heure, tu pourras rebasculer sur le courant et recharger ta batterie. Et finalement, ce delta-là permettra de sauvegarder de l'émission de carbone. Alors, ça peut paraître très minime, mais il se trouve qu'il y a eu un rapport qui vient d'être publié au mois de janvier par EDF qui en fait dit que dans le futur, si on veut justement arriver à cette transition énergétique, ce qui va être important, c'est de pouvoir contrôler cette émission et comment je vais pouvoir contrôler des périphériques, que ce soit par exemple une machine à laver, un PC ou une télé, pour que sur des temps très précis, je puisse réduire sa consommation énergétique. Et c'est ça qui fera partie de cette transition. L'autre exemple, c'est l'exemple avec Avod, qui est un partenaire aussi français, qui a une solution qui permet de manager des PC qui vont être ou dans une entreprise, ou des PC qui sont déployés, mais sur lesquels on n'a pas forcément la main. Et l'exemple assez classique, c'est justement les communautés qui ont donné des PC à des lycéens. Comment je vais pouvoir les manager, en termes de sécurité, et là on revient à la présentation de Bernard, mais aussi en termes de consommation électrique, et comment je vais pouvoir modifier les setups et les paramètres de Windows pour rentrer en veille plus vite, et ce qui permet de consommer évidemment beaucoup moins. On a quelques chiffres ici présents dans le slide, simplement sur le changement de paramètres de Windows. L'autre exemple, c'est l'exemple avec l'ECO, qui est aussi un partenaire qui, lui, va s'appuyer sur les données du Microsoft Graph, qui sont les données liées à la collaboration qu'un utilisateur va faire en entreprise, entre les mails qu'il va faire, les échanges qu'il fera sur les chats de Teams, par exemple, ou les documents qu'il partagera dans OneDrive. Et basé sur ces données-là, en fait, on va pouvoir indiquer à l'utilisateur quel est son impact carbone lié à ses outils de collaboration. Et aussi l'orienter sur dire, peut-être qu'avant un meeting, si tu as échangé 20 mails avec une pièce attachée avec les personnes liées à ce meeting-là, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire, par exemple mettre ton fichier sur un OneDrive, et ces choses-là qui vont pouvoir être mesurées par l'application l'ECO ici, et évidemment explorées par les données du Microsoft Graph. Là, vous voyez les rapports qui sont émis. Et l'ECO a aussi fait une application pour gamifier aussi cette partie-là, pour justement inciter les utilisateurs à avoir la bonne démarche. Ce qu'on a aussi, c'est de l'innovation, et je vais finir vraiment par ça, puisque au CES, il y a Lenovo qui a présenté des nouvelles lunettes de réalité augmentée qui permet d'afficher des écrans au-dessus de son PC, parce qu'il faut savoir que l'écran est le domaine et le device qui consomme le plus en termes d'électricité, la partie affichage, et sans doute qu'avec des lunettes de réalité augmentée, c'est des choses qu'on pourra réduire. Et hier, les annonces qu'on a fait avec Microsoft Mesh, où on va pouvoir avoir des meetings un peu du futur, puisque ça reste très futuriste, comme vous voyez sur la présentation, mais c'est quelque chose qui permettra, je pense, à l'avenir d'aller dans cette sobriété numérique pour justement repenser un peu le meeting physique, tout en étant presque là physiquement. Merci beaucoup pour avoir écouté cette présentation. Merci Bernard pour cette partie sécurité. Merci Pierre. Et à très bientôt, et je vous invite à échanger sur le chat avec les personnes qui sont en dialogue avec vous si vous avez des questions,
Et n'hésitez pas à continuer sur d'autres sessions pendant Ignite. Très bonne Ignite à tous. Merci.